Le meilleur de l'information sur Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Les machines de WEMAC sont fiables. Déclaration du porte-parole du gouvernement. Une déclaration qui, vous allez le voir, n'est pas du goût de l'opposition républicaine. Explication dans ce journal. Début ce vendredi de la 3e session de la commission mixte russo-guinéenne. Au menu de cette rencontre de 2 jours, l'examen et le renforcement de plusieurs domaines de coopération entre Conakry et Moscou. Et puis les 72 heures du livre, 5e du genre, c'est pour très bientôt. Cette année, l'événement sera notamment marqué par de nombreuses innovations. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Politique pour commencer cette édition, une déclaration qui provoque une levée de bouclier. Hier, le porte-parole du gouvernement guinéen a en effet affirmé que les machines de l'opérateur sud-africain WEMAC sont fiables. Albert Damantan Camara estime que grâce aux experts de l'Union européenne, WEMAC pourra désormais faire le travail de révision des listes électorales, des propos contre lesquels s'insurge l'opposition républicaine. Explication, Ibrahima Souriari Yansani. Ce n'est-il pas un retour en arrière après une trêve, dit-on, observée ces jours par les acteurs politiques de l'opposition dans le cadre des manifestations de rue, une trêve observée suite à un compromis trouvé entre pouvoir et opposition. La déclaration du porte-parole du gouvernement hier sur la fiabilité du système WEMAC semble créer des doutes. L'opposition estime que c'est une fuite en avant qui ne rassure pas de la sincérité du dialogue qu'elle attend du gouvernement. Sur la question, le président de l'UFR est catégorique. Cette déclaration ressemble au fait que le dialogue n'est pas nécessaire puisque une solution a déjà été trouvée. Nous ne l'accepterons pas. Nous allons au dialogue pour réclamer le départ du couple Savary-WEMAC. C'est notre position. Le dialogue doit s'ouvrir sur cette question. Alors, quelque aménagement que ce soit en dehors de l'opposition, pour nous, est nul et de nul effet. Même si les experts confirment Vous avez vu les experts, vous? Quels experts? Les experts, ce sont des gens qu'on choisit d'un commun accord. Nous, on n'est pas au courant de l'existence de ces experts-là. Nous, on n'a pas participé aux travaux de ces experts. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on prendrait leurs conclusions au sérieux. Alors que la rencontre du Premier ministre le mercredi dernier avec des anciens Premiers ministres devenus leaders politiques avait suscité une lueur d'espoir pour la mise en place d'un cadre de dialogue en vue d'une sortie de crise. L'espoir, c'était d'avoir un dialogue pour définir sur quelle modalité on allait aller aux élections. Notre proposition qui est sur la table depuis le mois d'avril 2011 est que nous ne voulons pas du système WEMAC. Venir nous dire aujourd'hui ce n'est pas la peine d'en discuter parce que c'est déjà sécurisé, c'est un retour en arrière. C'est encore des prises de position alors qu'un dialogue politique sincère est aujourd'hui plus qu'une nécessité pour sortir le pays de cette impasse politique. Sidi Atouré, président de l'UFR, dans ce reportage signé Ibrahima Souriari Yansani. Dans le même registre, le quartier Afia 3, dans la commune de Dixine, soutient les actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à la demande du conseil de quartier. Une manifestation a été organisée jeudi pour expliquer la vision du président de la République dans le cadre de l'organisation des législatives crédibles et transparentes. Compte rendu, Diao Bachir. Des pas de danse au rythme de la mélodie traditionnelle de la mamaya guinéenne flattant les mérites du président de la République ont caractérisé cette manifestation de soutien. L'initiative est du chef de quartier de Afia 3 à travers le mouvement du bloc des femmes et jeunes de Afia Lagny. Une manière de montrer le soutien indéfectible des populations de Afia 3 aux idéaux de changement prônés par le professeur Alpha Condé. Au nom des 5 sections représentant le RPG Arc-en-Ciel et des dizaines de mouvements de soutien, Aminata Silla, chef de quartier de Afia 3, et Dr Djenessa Rankamara, chargé de la sensibilisation et de la mobilisation du parti pour la commune de Dixine, ont appelé les militants et sympathisants du parti à resserrer les rangs derrière le professeur. Alpha Gundi Hamara Fama Mrima, Memri Awale Nahan Nabama, Inanan Kanmakina Kanu, Walla Alpha Manaham Farabama, and a Kaipan Kanumani, one Toma Lankaiki, one Mama Lanina Niama, Predang Alpha so Hafia, Ahafia Yailan, our Makota Filiba, Muna campaign and Abafek, Alako election legislative Garaba. 2013 ans, Mogamou Yetesko, Pédangal Fanka Yetesko, on a découragé.
législative Rabamane. Donc, Benina, quand le recensement reprend, au recensé. Mouna Beya, Alpha Condé Bambam Fari. Moumou Noma Alpha Condé Bambade Moufari, car Moumou a habilité un tongo législative Mora Sa Kankira. Parmi les invités d'honneur, le président de la délégation spéciale de Dixine qui a d'abord salué la qualité de la mobilisation avant de livrer les messages suivants. Nirinawa président Alpha Condé Khoma aga mangaya nama bambama wonfama wote naraiki wote narapo wanga gagné nanara wokuma wa fefe na maiki temunde ala famane président Alpha Condé mara fanyi wa masen wote ne wokedi tongo wasa kankira kui aga candidat nanga dangi wonga glisa sotomane ka président Alpha Condé mi gagné afia a gagné mané la Guinée bring. Des prières et des bénédictions ont été dites par les sages pour la prospérité de la Guinée. Au chapitre de la coopération, je vous le disais en titre, les travaux de la 3e session de la commission mixte russo-guinéenne ont débuté ce vendredi à Conakry. Pendant 2 jours, les experts russes et guinéens vont débattre de plusieurs domaines de coopération. Les 2 pays souhaitent ainsi renforcer l'axe Conakry-Moscou. Les précisions avec Ben Oumar Silla. La Guinée entend intensifier ses relations séculaires avec la Russie. Les 2 pays, disposés à développer des liens de coopération dans plusieurs domaines, ont mis en place depuis quelque temps une commission mixte guinéo-russe. Les travaux de la 3e session de cette commission se sont ouverts ce vendredi, une occasion de trouver des points de convergence sur des questions qui ont quelque temps entamé l'axe Conakry-Moscou. Il y a des problèmes dans notre coopération. Je suis sûr que durant le travail de nos experts, on trouvera des points communs et durant cette courte période, on devra travailler fructueusement et on signera un protocole de notre coopération. Une centaine d'experts, dont 28 Russes, participent aux travaux de cette concertation qui porte sur des questions techniques, économiques, scientifiques, sociales et culturelles, mais aussi sur la relance de l'usine Frigia, une usine frappée depuis 1 an par une crise qui est à l'origine de l'arrêt de toutes les activités. La Guinée a un problème global, c'est celui de son développement. Elle cherche des partenaires fiables comme la Fédération de Russie. C'est un partenaire de taille pour la Guinée, c'est un pays qui a toujours été présent aux côtés de la Guinée. Donc nous voudrons porter à sa connaissance nos problèmes. Nous allons les examiner ensemble et convenir des secteurs à développer, des actions à développer ensemble. Le ministre russe des Mines, déjà à Conakry, va s'entretenir avec plusieurs ministres guinéens pour assainir et renforcer la coopération entre la Fédération de Russie et la République de Guinée. Dans l'actualité également, la mission et le rôle de la Banque mondiale au cœur d'une rencontre qui s'est tenue ce vendredi au Centre d'études universitaires et de documentation scientifique et technique. Elle a réuni représentants d'institutions financières, cadres du département de la jeunesse et des étudiants. Plus de précisions avec Malik Diakité. Initiée par le réseau Émergence Guinée, cette rencontre était focalisée sur l'appui de la Banque mondiale en Guinée. Selon les organisateurs, ce sujet est d'une grande importance pour la jeunesse. Le constat est qu'il y a beaucoup de choses, des institutions qui interviennent en Guinée, qui peuvent accompagner les projets de jeunes, mais très malheureusement, les jeunes ne savent pas comment s'adresser à ces institutions-là. Très malheureusement, les jeunes ne savent même pas si ces institutions-là existent en Guinée. C'est un peu une façon pour nous de contribuer à la formation, à l'information et de la jeunesse guinéenne. Le représentant de la Banque mondiale a expliqué l'intervention de son institution à travers le monde. Il a ensuite énuméré quelques appuis apportés à la Guinée. Le taux d'écaissement de la Banque mondiale en Guinée est parmi les taux les plus élevés en Afrique. Ça, je le dis, c'est aussi grâce à la proactivité et la façon avec laquelle nous travaillons avec le ministère de l'économie et des finances. La Guinée, au sein du ministère des Finances, a une personne dédiée spécialement au projet de la Banque mondiale pour s'assurer qu'il n'y a pas de retard dans le traitement des dossiers. Ça nous a positionné en tant qu'équipe pays sur la Guinée parmi les meilleurs pays qui décaissent le plus en Afrique. D'autres projets sont aussi en cours de réalisation en faveur des populations guinéennes. Ce projet vise à accompagner le gouvernement dans sa réforme de l'État, la modernisation de l'administration publique.
et également au niveau des finances publiques, l'amélioration de la gestion des finances publiques. Et vous avez certainement entendu parler des recensements biométriques. Le recensement biométrique du personnel civil, c'est ce projet qui prend en charge les activités. Et parallèlement également, il y a la stratégie de gestion des ressources humaines avec le ministère de la fonction publique, et également avec le Haut Commissariat chargé de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration publique. Les participants très satisfaits ont sollicité ces genres de rencontres entre les acteurs du développement et la population afin de mieux les édifier sur leur mission en Guinée. Autre aspect marquant de l'actualité, des objets archéologiques à la disposition du Musée national de Sandervalia. Ces objets sont les fruits des fouilles effectuées par une équipe de chercheurs américains et guinéens dans le cadre du projet Rio Pongo. Les travaux ont été financés par l'ambassade des États-Unis d'Amérique et l'université Nelson Mandela. Les détails dans ce reportage de Fanta Conté. Ces objets composés notamment de terres cuites locales, de verre et de métaux précieux sont le résultat des fouilles archéologiques effectuées pendant 3 mois par une équipe de chercheurs américains et guinéens. Financés par le gouvernement américain et se sont déroulés sur des sites esclavagistes de Rio Pongo. Il s'agit entre autres de Farenya, Bangalan et Benti dans la préfecture de Bofa. C'est le premier projet archéologique en Guinée depuis les années 70. Il y a beaucoup de choses dans votre pays, la Guinée, qui méritent d'être étudiées, d'être préservées. Il reste beaucoup à faire. Et il reste surtout la formation des étudiants guinéens. Je suis très heureuse de recevoir ces fouilles. Mais en même temps, je suis malheureuse de ne savoir où les mettre. Depuis les pluies passées, le gouvernement a promis de restaurer ce bâtiment B qui comporte les réserves, les laboratoires du musée. Mais les pluies vont bientôt arriver et ce fonds promis n'est toujours pas débloqué. Ces objets qui seront exposés au Musée national de Sandervalia font partie désormais du patrimoine historique guinéen. Ils permettront aux scientifiques et historiens d'avoir des réponses à certaines de leurs interrogations. Je prends ici l'engagement au nom du gouvernement que nous allons mettre tous les efforts afin que ce retard soit comblé et que les recherches et la formation en archéologie et dans les domaines connexes de l'histoire, que ces recherches redémarrent en Guinée. La rénovation de l'endroit, y compris la bibliothèque, où on doit entreposer ces objets-là, ça va être construit. Parce que les objets issus des fouilles de Niani nous sont aussi restitués. Ils vont être déposés au même endroit. Par ailleurs, la rénovation du Musée national de Sandervalia se pose aujourd'hui comme un impératif pour la bonne conservation du patrimoine culturel guinéen. Cela permettra également d'offrir un meilleur cadre aux touristes étrangers qui viennent visiter la Guinée. Dans le registre ludique de cette édition, l'opérateur de téléphonie mobile, Celcom Guinée, continue de faire de nouveaux gagnants. 7 abonnés ont bénéficié ce vendredi chacun d'une moto. C'était à la faveur du 3e tirage de la campagne des motos lancée par la société Nagbe Kuruma. Pour faciliter le déplacement de ses abonnés, la société de téléphonie mobile Celcom Guinée continue sa campagne des motos. Ce vendredi, des motos ont été gagnées à la suite d'un tirage au sort. 7 abonnés de Conakry et de l'intérieur du pays en ont été les heureux gagnants. Un tirage sous contrôle général d'un huissier de justice. Nous avons eu nos 7 gagnants de la journée. Il s'agit de Madame Tene Mansare, Madame Kadiatou Diaby, Monsieur Moussa Keita, Madame Touré Fatoumata, Monsieur Abdoulaye Diallo, Madame Mawa Sidibé et enfin Madame Djene Kourouma, qui est marchande à Bessia, à Conakry. Après le tirage, les bénéficiaires résidant à Conakry ont tout de suite reçu leur moto. Je suis contente d'obtenir la moto. Je suis contente puisque Celcom, c'est une maison, c'est une ligne fiable. Je suis très content d'avoir gagné cette moto sur 10 millions, plus de 10 millions de Guinéens. Si j'ai la chance d'être un des heureux élus, vraiment c'est de la joie.
Celcom Guinée invite ses abonnés à continuer à jouer. Rappelons que la campagne se poursuit jusqu'au mois de mai prochain. Ailleurs dans le monde, finance et transparence, le débat se poursuit en France après l'annonce d'un projet de loi de moralisation de la vie politique par le président français. Alors qu'en est-il au Royaume-Uni? La base n'est pas le patrimoine et la richesse des hommes politiques qui posent problème. En revanche, chacun doit scrupuleusement mentionner ses dépenses et d'éventuels conflits d'intérêts, des mesures prises après le scandale des notes de frais. Reportage. 29 membres autour de la table du gouvernement et parmi eux, pas moins de 23 millionnaires. Fortune estimée pour le Premier ministre David Cameron, 4,5 millions d'euros. Estimée seulement, car en Grande-Bretagne, les élus n'ont aucune obligation de publier leur patrimoine. Peu importe la fortune, estime-t-on ici, l'essentiel c'est de prévenir les conflits d'intérêts. 2 fois par mois, les parlementaires et ministres doivent donc enregistrer sur Internet les revenus extérieurs comme leur part dans une société et les avantages en nature qu'ils reçoivent en dehors de leurs fonctions. Pour le Premier ministre, on y apprend qu'il jouit d'un abonnement gratuit à un terrain de golf, de cours de sport offerts et qu'il est propriétaire d'une maison mise en location. Et lorsqu'un député prend la parole à la Chambre des communes, il doit automatiquement signaler un éventuel conflit d'intérêts. Avant de m'exprimer, je déclare devant vous un conflit d'intérêts puisque j'ai des parts dans une société de communication. Cette société conseille les dirigeants en matière de planification. Transparence également sur les notes de frais depuis une série de scandales révélés il y a 3 ans. Cette ministre de l'Intérieur faisait rembourser la location de films pornographiques pour son mari. Ce ministre du Budget logeait son amant secret aux frais du contribuable dans cet immeuble cossu. Comme eux, plus de 300 parlementaires dont le futur Premier ministre avait dû rembourser de l'argent indu. Désormais, chaque député doit justifier ses dépenses de fonction au centime près sur Internet. Depuis, étrangement, les députés déclarent 20% de frais en moins, soit près de 20 millions d'euros économisés chaque année. Pas assez pour rétablir la confiance. C'est très difficile pour les députés, même ceux qui n'étaient pas impliqués, même ceux qui sont arrivés après, eux-mêmes, si vous parlez avec eux, ils vont dire que c'est extrêmement difficile de convaincre l'électorat qu'ils sont propres. Faut-il alors pousser la transparence encore plus loin? Ici, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Jusqu'où ira la Corée du Nord? Depuis plusieurs jours, le jeune leader nord-coréen multiplie les menaces de guerre. Le Japon se dit prêt à répondre à tout type de scénario. Le chef de la diplomatie américaine, qui débute sa première tournée en Asie, demande à la Chine de calmer son allié. Depuis Séoul, en Corée du Sud, John Kerry a demandé à Pyongyang de ne pas lancer de missiles. Suivez. Séoul, première étape asiatique du secrétaire d'État américain depuis les dernières tensions avec la Corée du Nord. John Kerry est venu prôner le dialogue entre les deux voisins, mais aussi mettre en garde le régime nord-coréen. C'est à Kim Jong-un de décider en toute connaissance de cause. Cela ne changera rien en notre position, qui est très claire. Nous défendrons nos alliés, la Corée du Sud, le Japon et les autres. Séoul, en état d'alerte maximum, réitère pour sa part ses appels au dialogue. Nous avons fait des pas en avant et nous souhaitons que la Corée du Nord se joigne à nos efforts. Alors que Pyongyang menace le Japon de ce qu'il appelle ses flammes nucléaires, toute la région est en alerte. Des batteries antimissiles ont été installées à Tokyo, d'autres sont en préparation. Impossible de connaître la puissance nucléaire nord-coréenne, impossible aussi de savoir si les menaces de Pyongyang ne sont que du bluff. En tout cas, les consignes de Barack Obama à John Kerry sont très claires. He said to me very simply, I don't bluff. Il m'a dit très simplement, je ne bluffe pas, et je pense que ceux qui le connaissent savent que s'il dispose d'informations, il fera ce qu'il doit faire. Nous avons vu avec Oussama Ben Laden que le président ne bluffe pas. On sait peu de choses sur le programme nucléaire nord-coréen. 3 essais plus ou moins concluants en 7 ans, un seul tir de missile balistique réussi. Pourtant, le régime affirme toujours pouvoir atteindre des cibles aussi éloignées que les États-Unis. Certaines sources affirment que Pyongyang pourrait lancer un nouveau missile lundi prochain, jour de l'anniversaire du grand-père de Kim Jong-un, le fondateur du pays, Kim Il-sung. Justice dans cette édition face à face pour le moins tendue entre commissaire Aboubakar Fabou Kamara et l'accusé Agibou Diallo. Le premier soutient que des noms de personnes qui seraient impliquées dans l'attaque du domicile privé du chef de l'État ont été cités par Agibou qui s'est empressé de refuter ces allégations. Les explications dans ce compte rendu signé Ousseynatou Diallo.
La poursuite du témoignage du commissaire Aboubakar Fabou Kamara était axée sur une confrontation entre ses propos et ceux de certains accusés. Le commissaire Fabou soutient que les noms qui se trouvent sur des listes dont Almami Agibou a fait cas lors de ses différents passages à la barre ont été cités par l'accusé lui-même, chose que ce dernier nie en bloc. Je suis qui, moi, Almami Agibou Diallo, pour faire un coup d'État? Je veux manipuler tous ces militaires? Je ne suis qu'un chef administrateur civil au service de renseignement. Je suis qui pour avoir toutes ces informations? Donner la date et l'heure précise de l'attaque contre un etc. Je suis qui pour ça? Comment est-ce que moi je peux piger ces informations-là? Où je vais les prendre? À la sortie de la salle d'audience, sourire aux lèvres après une audience très tendue, la défense nous confie ceci. À la suite des confrontations qui ont été opérées entre ces témoins et le commissaire principal de police Aboubakar Fabou Kamara et nos clients, vous vous êtes rendu compte vous-même que les déclarations du témoin sont truffées de contradictions, de contre-vérités. Par exemple, s'il dit qu'il n'était pas présent à l'interrogatoire de nos clients à la gendarmerie, la preuve vient d'être démontrée ici par l'accusé Almami Agibou. Il n'a pas voulu parler de la descente qu'il avait organisée au domicile de Mme Fatou Badiar à Kountia. Il a fallu nos questionnaires et démontrer qu'il avait effectivement débarqué à Kountia sans ordre, sans mandat de perquisition. La partie civile remet en cause ses arguments et met en avant les dénégations des accusés. Je suis particulièrement scandalisé quand j'entends de telles affabulations. Quand le mensonge et les simples spéculations sont utilisées comme argument de défense, les personnes poursuivies sont d'office disqualifiées. Au lieu de plaider le dossier, nos confrères perdent inutilement leur temps à nous parler de la mort de lieutenant Ousmane Koulibaly, alors qu'ils savent pertinemment que le tribunal compétent a déjà ouvert une information sur cette question. La question de la fouille de la maison de Mme Badiar à Kountia avait permis à celle-ci d'accuser le commissaire Fabou Kamara d'avoir emporté ses bijoux. L'audience reprendra lundi avec toujours le commissaire Fabou en qualité de témoin à la Culture, la 5e édition des 72 heures du livre se profile à l'horizon, un événement culturel incontournable qui se tient chaque année les 23, 24 et 25 avril, organisé par les éditions L'Harmattan Guinée en collaboration avec le Centre culturel franco-guinéen. Cette 5e édition sera placée sous le thème « Les mots au service de la paix ». Mohamed Malik Diallo. Les 72 heures du livre, espace de promotion du livre, des auteurs et des éditeurs auprès du public venant de tout horizon, représentent aussi le salon du livre guinéen. Organisé chaque année depuis 5 ans, cet événement met en exergue l'importance, le rôle, la place, mais aussi les enjeux du livre. L'objectif, c'est faire la promotion de la littérature guinéenne, permettre des échanges d'expériences entre des professionnels guinéens et les professionnels étrangers, et parler de l'avenir de la nation, de l'avenir du livre en Guinée. Cette année, le thème choisi par les organisateurs est les mots au service du livre, un thème qui s'accorde parfaitement avec l'actualité en Guinée, marquée par l'instabilité politique qui caractérise notre société. Les mots au service de la paix, parce que les écrivains souhaitent se mettre au service de la République, au service de la nation, pour nous éviter les conflits comme en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone, tous les pays qui nous entourent aujourd'hui. Il y a des risques. Donc les écrivains se mettent au service de la nation. Après ces 4 premières éditions qui ont marqué de par leur grandeur, la 5e prévoit, elle, des innovations en plus des activités réalisées lors des précédentes éditions. C'est des rencontres, c'est des dédicaces, des signatures, des présentations, des conférences sur des thèmes réels, d'intérêt de la République, qu'on discutera, des émissions, des remises de trophées, des prix littéraires, des discussions, des animations et des rencontres exceptionnelles. C'est ça les 72 heures du livre.
Cette 5e édition sera sanctionnée par des remises de prix, à savoir le prix du roman guinéen, le prix du jeune écrivain, celui du meilleur journaliste littéraire et de la meilleure émission, ou encore la librairie d'or. Des médailles devraient être remises lors de cet événement à des célèbres écrivains par la présidence de la République pour saluer leur contribution à la reconnaissance internationale de la Guinée. Les 72 heures du livre, un rendez-vous culturel incontournable qui a lieu chaque année. Et place maintenant à la rubrique invité du journal. Salim Camara reçoit le président de SOS Drépano Guinée, une ONG qui s'est assignée comme mission de contribuer à la lutte contre la drépanocytose en Guinée. Au menu de l'entretien, l'organisation par l'ONG d'une journée médicale porte et bouche ouverte qui se tiendra dimanche prochain à Petit Simbaya. Messieurs, c'est à vous. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Salim. Et vous êtes docteur Mamadi Dramé, le président fondateur de l'ONG médicale SOS Drépano Guinée, qui existe déjà depuis 5 ans. Et cette ONG compte organiser la 4e journée porte et bouche ouverte sur la drépanocytose, donc une journée médicale, le 14 avril prochain. Dites-nous quel est l'intérêt d'organiser cette journée. Merci docteur Salim. L'intérêt d'organiser une journée dite porte et bouche ouverte sur la drépanocytose tient du fait que la drépanocytose, du moins dans notre pays, est une maladie mal connue, une maladie ignorée des populations, mais aussi une maladie restée dans l'oubli au niveau des décideurs en matière de politique de santé. Et c'est pour cela que nous plaçons cette journée sous le thème Paroles des drépanocytaires et des familles de drépanocytaires. Pourquoi? Parce que pour sortir la drépanocytose de l'oubli et de l'ignorance, et pour sortir aussi des malades drépanocytaires et leurs familles dans l'isolement. Alors, le but donc de cette journée, c'est bien pour que la population sache que cette maladie existe et que cette maladie est une priorité de santé publique aussi bien au même titre que les maladies comme le paludisme, comme la tuberculose, comme le VIH-Sida. D'accord. Pouvez-vous nous dire comment se déroulera cette journée? Et cette journée se déroulera comme le thème l'indique, à donner la parole aux drépanocytaires qui vont exprimer dans tous ces aspects, aux drépanocytaires mais aussi aux familles, le mal qu'ils vivent, surtout quand, des complications liées à cette maladie. Donc nous aurons des drépanocytaires qui vont s'exprimer sur les difficultés qu'ils vivent d'abord dans le diagnostic de la maladie. Il y en a qui rencontrent beaucoup de difficultés, qui arrivent à un âge avancé sans que le diagnostic ne soit posé. Les difficultés qu'ils rencontrent dans la prise en charge, d'abord de trouver un lieu où on peut faire le dépistage de la maladie, ils peuvent être pris en charge en consultation. Quand on dit prise en charge, il ne s'agit pas de leur donner des médicaments ou faire des soins gratuits, mais il s'agit de trouver un cadre où ils peuvent rencontrer des personnes qui sont formées à la prise en charge de cette maladie, qui peuvent les consulter, qui peuvent leur proposer des solutions de traitement, mais aussi qui peuvent leur donner des conseils de prévention et des conseils génétiques aux familles. D'accord. Vous serez à votre 4e journée médicale, ça veut dire que c'est la 4e année. Ça va sans dire les journées médicales antérieures organisées ont certes été parsemées de succès, mais aussi de difficultés. À partir de ces séances antérieures, quels sont, disons, les appels ou quel est l'appel que vous lancez aux bonnes volontés ou aux autorités pour que cette journée retrouve tout un éclat particulier? Effectivement, nous sommes à notre 4e journée de porte et bouche ouverte sur la drépanocytose. Tout ceci, cette fois-ci, sera un cachet particulier à la mesure où la journée sera exclusivement réservée aux malades et aux parents de malades pour qu'ils expriment de tout leur cœur et de tout ce qu'ils vivent en ce qui concerne la prise en charge depuis le diagnostic,
les difficultés liées au traitement, les difficultés liées à la transfusion, les difficultés liées aux complications, notamment des complications telles que le priapisme, qui est une érection prolongée douloureuse, qui coûte cher au niveau du traitement parce qu'il n'y a pas de médicaments qui sont commercialisés dans notre pays ici, et le médicament, quand il est là, il coûte excessivement cher. Il y a aussi donc il y a des catégories de malades et de familles de malades qui, dans ces particularités, rencontrent des difficultés, jusqu'à ceux qui ont vécu, qui ont perdu des malades, des enfants, dans quelles conditions ils ont perdu ces enfants. Tout ceci, ce serait vraiment un ensemble de difficultés exprimées par les malades. Alors moi je vous demande, qui sont ceux que vous invitez, vous sollicitez être là? Nous souhaitons la venue de tout un chacun de tout Conakry pour assister, pour écouter et voir ces malades, ces familles, et pour qu'ils ils prennent conscience de l'ampleur de cette maladie. Mais avec cette 4e journée spécialement, quels sont les résultats attendus? Les résultats attendus, c'est d'abord de faire prendre conscience à beaucoup de personnes dans ce pays de savoir ce que c'est que la drépanocytose et comment on peut aussi l'éviter, puisque ça s'évite. On prévient la drépanocytose de façon primaire et secondaire, mais aussi comment notre souhait c'est d'avoir des gens maintenant qui au niveau de notre centre verront comment on se bat et avec quelles difficultés nous nous battons pour rendre service à ces malades et pour pouvoir leur venir en aide. Nous attendons donc une réaction de la part du public et de tout un chacun, ceux qui nous entendent, ceux qui nous écoutent, ceux qui voient aussi, comment aider les drépanocytaires et comment aider SOS Drépano Guinée à mieux prendre en charge les drépanocytaires. Donc dimanche 14 avril à partir de 10h à Petit Simbaya. Petit Simbaya, près du studio de Morikante. Merci docteur. Le rendez-vous donc est pris pour le dimanche prochain à Petit Simbaya. Fini cette édition d'information au nom de toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Je vous souhaite une excellente suite de programmes en notre compagnie. Bonsoir aux téléspectateurs de la commune de Matam.